Assalamu alaikum. Nous continuons les cours d'embryologie avec la troisième semaine du développement embryonnaire. Avant de décrire les phénomènes de la troisième semaine, rappelons la structure de l'embryon à la fin de la deuxième semaine de son développement. Il est composé d'un disque didermique avec l'épiblaste superficiel et l'hypoblaste sous-jacent. Le disque didermique est compris entre deux cavités. Au-dessus, nous avons la cavité amniotique, au-dessous, le lysitocèle secondaire. Le tout baignant dans le cellum externe. Ces structures sont reliées par le pédicule embryonnaire au trophoblaste, déjà différencié en cytotrophoblaste que vous voyez ici en rouge et en syncytiotrophoblaste. Au cours de la troisième semaine se produisent des modifications du disque embryonnaire, le développement des annexes et l'apparition des signes de grossesse chez la mère. Nous allons commencer par la description des modifications du disque embryonnaire. Pendant la troisième semaine, l'évolution du disque embryonnaire se fait en 3 étapes successives. Du 15e au 17e jour, c'est la mise en place des 3 feuilles définitifs. Du 17e au 19e jour, la mise en place de la corde dorsale. Du 19e au 21e jour, la différenciation des ébauches neurales et l'évolution du mésoblaste. Le phénomène permettant la mise en place des 3 feuilles définitifs est appelé la gastrulation. La gastrulation commence par la formation de la ligne primitive. Celle-ci apparaît à la surface de l'épiblaste sous forme d'une rainure étroite bordée de chaque côté par de légers renflements, que vous voyez mieux sur l'image à fort grossissement. Son extrémité crâniale possède une petite dépression entourée d'une légère surélévation. C'est le nœud de Hansen. Nous avons ici une image en microscopie électronique à balayage. À la surface, c'est l'épiblaste. Sur la coupe, nous voyons en bas l'hypoblaste. La ligne primitive, donc, apparaît à la surface épiblastique. La rainure ici, ou bien appelée aussi le sillon primitif, à l'extrémité duquel se trouve le nœud de Hansen, composé d'une dépression entourée d'un bourrelet épiblastique. L'épiblaste adjacent à la ligne primitive donnera la face dorsale de l'embryon. La tête se formera alors antérieurement par rapport à la ligne primitive. La ligne primitive constitue une porte d'entrée à travers laquelle les cellules épiblastiques vont migrer et s'invaginer vers la face ventrale. Nous avons 2 contingents cellulaires. Le premier contingent cellulaire de cellules épiblastiques migrant à travers la ligne primitive va repousser les cellules de l'hypoblaste et les remplacer, ce qui donnera naissance à un nouveau feuillet qui sera appelé l'antoblaste embryonnaire. Ici, sur l'image en coupe transversale, nous avons en bleu l'hypoblaste. Les cellules épiblastiques alors vont migrer à travers la ligne primitive et vont remplacer l'hypoblaste pour donner naissance à l'antoblaste embryonnaire. Le deuxième contingent cellulaire, qui va migrer à travers la ligne primitive, va s'interposer entre l'épiblaste et l'antoblaste et va constituer le troisième feuillet embryonnaire, appelé le mésoblaste. Les cellules épiblastiques restantes vont constituer alors l'ectoblaste. Au niveau de 2 régions, le mésoblaste ne s'interpose pas entre l'ectoblaste et l'antoblaste. Ces 2 régions de forme arrondie sont situées sur la ligne médiane. À l'extrémité céphalique, donc antérieurement par rapport à la ligne primitive, nous avons la membrane bucopharyngienne. Et à l'extrémité caudale, nous avons la membrane cloacale. Ces 2 membranes étant formées seulement de 2 feuillets, l'ectoblaste et l'antoblaste, sont appelées des membranes didermiques. Ainsi, l'épiblaste, par le processus de la gastrulation, est à l'origine des 3 couches cellulaires de l'embryon tridermique, l'ectoblaste, l'antoblaste et le mésoblaste au milieu. Deuxièmement, la mise en place de la corde dorsale.
À partir du nœud de Hansen, des cellules de l'épiblaste s'invaginent selon l'axe médian vers la membrane pharyngienne. Elles vont constituer entre l'ectoblaste et l'ontoblaste un cordon cellulaire plein axial. C'est le processus cordal. Secondairement, le cordon cellulaire axial se creuse et s'étend en avant et en bas, constituant le canal cordal. Le plancher du canal cordal fusionne avec l'ontoblaste et se fragmente, tandis que sa paroi dorsale s'épaissit. Le canal cordal est alors ouvert à ses deux extrémités et fait communiquer la cavité amniotique avec le lycitocèle. Nous avons ici le canal cordal qui a perdu son plancher et va permettre la communication entre les deux cavités, la cavité amniotique en haut et le lycitocèle secondaire en bas. La face dorsale du canal cordal va s'épaissir et constituer la plaque cordale. Celle-ci va ensuite proliférer en repoussant le nœud de Hansen à proximité de la membrane cloacale. La communication entre la cavité amniotique et le lycitocèle secondaire se réduit alors à un tout petit canal appelé le canal neuroentérique. Nous avons ici sur le schéma les différentes coupes transversales de la formation de la corde dorsale. Donc, ceci est le stade du cordon cellulaire plein qui va se creuser pour constituer le canal cordal qui va perdre son plancher et permettre la communication entre la cavité amniotique et le lycitocèle secondaire. Par la suite, la face dorsale va s'épaissir et va se détacher de l'ontoblaste et constituer la corde dorsale. L'ontoblaste sous-jacent va se reconstituer. La corde dorsale a un rôle important. Elle définit l'axe longitudinal primordial de l'embryon en indiquant l'emplacement des futurs corps vertébraux. Elle joue également le rôle d'inducteur de l'ectoblaste dans la différenciation de la plaque neurale. Troisièmement, la différenciation de l'ébauche neurale. Au 18e jour, sous l'effet inducteur de la corde dorsale, on aura un épicissement appelé la plaque neurale au niveau de l'ectoblaste. Cet épicissement sera alors appelé le neurectoblaste, parce qu'il sera responsable de la formation des structures nerveuses. Donc, c'est un épicissement médio-sagittal de l'ectoblaste, possède une extrémité céphalique large, qui sera à l'origine du futur cerveau, et une portion caudale étroite qui constituera la future moelle épinière. Vers le 20e jour, les bords latéraux de la plaque neurale se surélèvent, formant ainsi la gouttière neurale, qui fait saillie dans la cavité amniotique, puisque l'ectoblaste constitue le plancher de la cavité amniotique. Les zones de jonction entre les bords de la plaque neurale et l'ectoblaste, entre la plaque neurale et l'ectoblaste, donc ici, constituent les crêtes neurales. Nous voyons aussi sur l'image qui montre la gouttière neurale. À la fin de la 3e semaine, les bords de la gouttière se rejoignent et commencent à fusionner dans la partie moyenne du disque embryonnaire pour constituer le tube neural, qui va continuer sa fermeture dans les deux sens. Au moment de la fusion, les crêtes neurales s'isolent dans le mésenchyme intra-embryonnaire sous-jacent de part et d'autre du tube neural. Donc, voici les étapes de la formation du tube neural. La plaque neurale qui va s'invaginer pour former la gouttière neurale, les bords de laquelle vont se joindre et les cellules de la crête neurale vont se libérer, et l'ectoblaste sous-jacent va se reconstituer, et nous avons en bas les crêtes neurales et le tube neural. Donc, plaque neurale, gouttière neurale et tube neural, avec la libération des cellules de la crête neurale. Quatrièmement, l'évolution du mésoblaste. Du 19e au 21e jour du développement, le mésoblaste intra-embryonnaire prolifère de chaque côté de la corde dorsale
et forment trois structures à l'aspect de colonne longitudinale et de feuillet. Nous avons le mésoblaste paraxial, le mésoblaste intermédiaire et le mésoblaste latéral, également appelé la lame latérale. Chacune de ces trois zones du mésoblaste va commencer sa différenciation avant que ne s'achève la troisième semaine du développement. Donc, nous avons ici, sur la coupe transversale, la corde, à côté de laquelle nous avons le mésoblaste paraxial de part et d'autre, le mésoblaste intermédiaire et le mésoblaste latéral. En ce qui concerne le mésoblaste paraxial, il forme une paire de condensations cylindriques. Ces cylindres vont être segmentés en sommites. C'est ce qu'on appelle la métamérisation. On distingue ainsi au 21e jour 4 à 7 paires de sommites disposées de façon symétrique qui soulèvent l'ectoblaste. Il se forme en moyenne 3 à 4 paires de sommites par jour. Le nombre de sommites est l'un des critères utilisés pour déterminer l'âge de l'embryon. Et le nombre final se situera autour de 35 à 37 paires de sommites. Nous avons ici une image en microscopie électronique à balayage où vous voyez les paires de sommites de part et d'autre de la corde dorsale. Et là, c'est le mésoblaste paraxial qui n'a pas encore subi de métamérisation. Les sommites sont responsables de l'organisation segmentaire du corps. Ils contiennent le matériel cellulaire du squelette axial, appelé sclérotome, la musculature striée du cou, du tronc et des extrémités, appelé myotome, ainsi que celui des tissus sous-cutanés et de la peau, appelé dermatome. Les sommites constituent l'unité de base de la métamérie. La division métamérique de la colonne vertébrale, du tube neural, de la paroi abdominale et du thorax dépend de l'organisation des sommites. Deuxièmement, le mésoblaste intermédiaire. Il se forme également des groupements cellulaires au regard de chaque sommite. Ce sont les premiers néphrotomes. L'ensemble du mésoblaste intermédiaire constituant ainsi le cordon néphrogène qui donnera naissance à l'appareil urinaire. Donc, voici le cordon néphrogène. En ce qui concerne le mésoblaste latéral, c'est une plaque épaisse de tissu creusée par la cavité célomique. La lame latérale est alors clivée en deux lames de tissu mésoblastique. La somatopleure, c'est la couche bordant l'ectoblaste. Elle participe à la formation des parois latérales et ventrales de l'embryon. Et la splanchnopleur tapisse l'entoblaste et participe à la formation de la paroi du tube digestif. Une autre image en microscopie électronique à balayage nous montre le tube neural sous lequel se trouve la corde. À côté, nous avons le mésoblaste paraxial, le mésoblaste intermédiaire et le mésoblaste latéral scindé en deux, la somatopleure et la splanchnopleur.